Hello les guys, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Mais avant de commencer, je vais vous dire que j'ai déjà fait le podcast de cette histoire. Et vous pouvez retrouver le lien de ce podcast dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à l'écouter si vous n'avez pas le temps de regarder cette vidéo en entier. Donc n'hésitez pas, tout simplement. Voilà. Alors, avant de commencer, encore une fois, je vais vous raconter d'où m'est venue cette histoire, comment je suis tombée là-dessus. Enfin, je suis tombée dessus vraiment, mais vraiment par hasard. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, pourquoi ne pas en parler, tout simplement. Donc, j'ai commencé par des podcasts. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer sur YouTube? Ça fait un moment que beaucoup de mes amis me disaient de me lancer sur YouTube et j'hésitais encore un peu, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je me suis dit que c'est le bon moment aujourd'hui, donc je me lance finalement. Alors, d'où m'est venue cette histoire? Je suis quelqu'un de très très anxieuse et le problème c'est que en fonction des situations, donc c'est pas vraiment un problème, mais en fonction des situations, je vais avoir des trucs qui me calment. Et l'une de ces situations qui me rend anxieuse, ça va être le métro par exemple. Dans le métro, je suis très très angoissée. Et le pire, c'est quand il y a de la foule, quoi. Quand il y a de la foule, c'est atroce. Je suis méga angoissée. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, mais je suis très très angoissée. Et donc, dans le métro, au cours de mes crises d'angoisse, j'ai récemment découvert que écouter les requiems de Mozart, en fait, m'aidait à me calmer. Révélation. Je ne sais pas, je ne sais, enfin, j'ai des requiems de Mozart en fait sur mon téléphone. Et un jour, j'étais dans le métro et au lieu d'écouter de la musique au cours de mes crises d'angoisse, je me suis dit, pourquoi ne pas écouter des requiems? Et là, révélation, ça m'a calmée. Donc je me suis dit, allez hop, j'écoute des requiems de Mozart pendant mes crises d'angoisse. Et depuis ce jour-là, ben, ça me calme. Et donc un jour, j'écoutais les requiems de Mozart et je me suis dit, attends, tu sais un peu ce par quoi Mozart il est passé toute sa vie, tu sais ce qu'il a traversé, tu sais qu'il est, né, qu'il est devenu sourd, parce que Mozart n'est pas né sourd. Hein. Ceux qui racontent que Mozart est né sourd, excusez-moi, on vous met dans une boîte, on fait l'expérience du chat de Schrödinger avec vous, on ne veut même pas savoir si vous êtes là ou pas. Mozart n'est pas né sourd. Comment vous pouvez vous dire que quelqu'un est né sourd et ait pu faire de la musique aussi parfaite? C'est pas possible en fait, donc arrêtez. Il n'est pas né sourd, il est né avec une malformation à l'oreille gauche, ok. Ce qui lui a même permis de prouver que son fils, je pense que c'était son dernier fils, je vais revoir l'information avant de mettre cette vidéo en ligne. Mais je sais que l'un de ses fils est né et apparemment les gens soupçonnaient sa femme de le tromper avec quelqu'un. Et cet enfant-là est né avec la même malformation à l'oreille gauche que Mozart. Et il a pu prouver que sa femme ne l'avait pas trompé. Et donc il a fait « Hey, vous voyez, ma femme ne m'a pas trompé, il a la même malformation que moi. » C'est pas drôle, mais excusez-moi. Donc voilà. Mozart n'est pas né sourd. Voilà, point, fin de l'histoire. Et donc j'écoutais du Requiem de Mozart et je me suis dit, tu sais un peu ce par quoi Mozart il est passé, tu sais ce qu'il a vécu, tu connais un peu sa vie, mais est-ce que tu sais comment Mozart il est mort? Et là, je me suis dit, révélation, je veux savoir comment Mozart il est mort. Et je me suis mise à chercher des trucs sur internet et je suis tombée sur un article qui disait que Mozart, pendant qu'il écrivait son dernier requiem, le Wolfgang XIV, je pense, en tout cas celui qui allait lui ouvrir les portes du paradis sur terre, les portes de la gloire sur terre, Mozart il est tombé malade. Et pendant sa maladie, apparemment, il se serait mis à disserter sur la mort. Je ne vois pas ce que ça veut dire disserter sur la mort. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais apparemment, Mozart se serait mis à disserter sur la mort. Et donc, pendant cette maladie, Mozart se serait confié à l'un de ses proches en lui disant « Quelqu'un m'a donné de l'aquatofana, quelqu'un a calculé l'heure exacte de ma mort. » Et là, je me suis dit « Qu'est-ce que l'aquatofana ?» Donc l'aquatofana serait un poison qui aurait été créé par Giulia Tofana au XVIIe siècle. Donc notez que Giulia Tofana a vécu au XVIIe siècle et Mozart a vécu au XVIIIe siècle. Donc ils ne se sont pas croisés du tout. Parce que l'un a vécu un siècle après l'autre. Donc ils n'ont pas pu se croiser. Mais c'était un poison qui était réputé, qui était vraiment puissant.
Donc ça ne me choquerait pas que ce poison ait pu perdurer dans le temps. Franchement, moi, ça ne me choquerait pas. Dites-le moi en commentaire si vous, ça vous choquerait. Mais moi, ça ne me choquerait pas que ce poison ait pu perdurer dans le temps et atteindre le 18e siècle, tout simplement. Et donc, l'aquatofana serait un poison à base d'arsenic et de belladone. Notez qu'à l'époque, c'était la Renaissance, donc l'arsenic n'était pas connu pour être un poison, mais c'était connu plutôt, j'ai des cernes, je pense. Je sais pas pourquoi je me coupe soudainement et je me dis j'ai des cernes, mais ok. Donc l'arsenic n'était pas connu pour être un poison, mais plutôt un ingrédient utilisé dans l'industrie cosmétique. Et la belladone aussi, du coup, qui était le deuxième ingrédient de ce poison, n'était pas aussi connu pour être un poison, mais aussi un ingrédient utilisé dans l'industrie cosmétique, pardon. C'est-à-dire que les femmes l'utilisaient pour se dilater les pupilles et pour paraître plus belles. Ok. En mode, salut, regarde mes pupilles, elles sont bien dilatées. Je suis trop belle. Donc c'était les Vénitiennes, hein. Ne vous demandez pas qui faisait ça. C'était les femmes italiennes. Voilà, c'était les Italiens. Je ne juge pas, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Regarde mes pupilles sont très dilatées. Je suis trop belle. Ok. Bon, c'était la Renaissance. Je ne juge pas, mais je juge quand même avec une bonne tasse de thé. Je juge. Oui, je juge. Parce que pourquoi? Parce que où est la logique? Donde está la logique? Je ne comprends pas. Bref. Donc c'était une concoction à base de belladone et d'arsenic. Certains raconteraient aussi que oh, j'ai bugué. Certains raconteraient aussi que l'aquatofana serait un poison à base de sorcellerie. Donc en gros, les scientifiques auraient passé un peu pratiquement deux siècles à essayer de découvrir ce qu'il contenait, mais sans succès. Donc voilà, c'était ça l'aquatofana. Apparemment aussi, il était tellement puissant que 4 à 6 gouttes suffisaient pour terrasser un homme. Faut qu'elle me donne son secret là, Madame Giulia Tofana là, parce que là, je suis chimiste, mais bon, j'ai pas encore découvert quelque chose d'aussi puissant. C'est waouh, ok. Donc, qui est Giulia Tofana? Giulia Tofana serait la fille d'une femme nommée Teofania di Adamo, qui serait en réalité l'inventrice de ce poison. Teofania di Adamo a été exécutée le 12 juillet 1633 à Palerme pour l'empoisonnement de son mari avec une concoction à base d'arsenic. Donc, on suppose que ce serait l'aquatofana. Donc, Giulia Tofana, vous l'aurez deviné, elle est née à Palerme et sa mère serait donc Teofania di Adamo. Donc, ensuite, après l'exécution de sa mère, Giulia s'est dit que Palerme n'était plus un endroit pour elle. Logique. Parce que si tu as un poison aussi puissant que vous distribuez avec ta mère, logique que tu te dises que Palerme n'était plus pour toi et que tu te tailles. Donc elle s'est taillée très très vite même. Donc elle est allée s'installer à Rome. Là, elle créa sa société de cosmétiques. Et en fait, sa société de cosmétiques lui servait de couverture pour distribuer ce poison. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, Giulia, ce qu'elle faisait, c'est que si quelqu'un venait la voir, ben moi je vends que des produits cosmétiques en gros. Mais en fait, ça lui servait de couverture pour distribuer son poison. Donc elle vendait ce poison aux femmes qui voulaient se débarrasser de leur mari. Why? But why though? Why? Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc notez que c'était la Renaissance et que la misogynie de l'époque était phénoménale. Donc même les filles les plus riches, des filles qui venaient de familles riches, étaient mariées aux hommes les plus offrants, c'est-à-dire ceux qui allaient leur donner le plus de la dot la plus grande, je dirais, à leurs parents. Donc, qui que tu sois, si vous entendez du bruit de fond, ce sont mes lapins. Enfin, franchement, ils s'amusent à m'embêter quand je fais mes podcasts ou quand je filme. Donc, je suis vraiment désolée. Donc, voilà. Bref, donc c'était la Renaissance et même les filles les plus riches étaient données aux hommes les plus offrants en quelque sorte. Donc
Ton mari pourrait faire de toi ce qu'il voulait, il pouvait te battre, mais comme il voulait, et il y aurait personne pour te défendre. Donc, ces femmes-là voulaient en quelque sorte se débarrasser de leur mari parce que soit elles étaient battues, soit d'autres voulaient se débarrasser de leur mari parce que il n'y avait pas vraiment de produits contraceptifs à l'époque et beaucoup de femmes mouraient à l'accouchement. Donc ces femmes-là ne voulaient plus avoir d'enfants, donc la solution c'était de se débarrasser de leur mari. Donc ces femmes-là venaient voir Julia. Et Julia, ce qu'elle faisait, notre chère Julia, c'est qu'elle faisait son enquête quand tu venais la voir. Donc si par exemple, moi, je me suis débarrassée de mon mari et que toi, je sais que tu es dans l'une des deux situations que j'ai citées précédemment, je vais te voir et je te propose en fait l'aide de Julia. Et ensuite, je te recommande à Julia. Julia, ce qu'elle faisait en fait, c'est qu'elle faisait son enquête, elle de son côté, pour savoir si tu es une personne safe. C'est-à-dire que la dernière chose dont elle a envie, c'est de se faire prendre par la police. Donc on est d'accord. Donc Julia, elle faisait son enquête de son côté pour savoir si tu étais une personne safe. Donc dès lors qu'elle sait que tu es une personne safe, elle te donnait ce poison-là, qu'elle déguisait sous forme de parfum, par exemple. Non mais ingénieux. Mais la Julia, franchement, je ne sais pas, mais bon, voilà. Elle est méga intelligente, hein. Enfin, je sais pas pour vous, mais je la trouve méga, méga intelligente. Donc, bref, Julia a déguisé son poison sous forme de produit cosmétique, donc soit une sorte d'huile, ou soit une sorte de parfum ou d'eau de toilette. Et ensuite, les femmes devaient le donner à leur mari dans leur nourriture. Donc, là, en premier lieu, le mari tombait malade. Donc, elle demandait aux femmes d'appeler le médecin. Ah bah oui, parce que sinon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc les femmes appelaient le médecin et par la suite, le médecin, j'imagine que, supposons que le mari, il ait que des symptômes de la malaria, le médecin, il disait, oui, mais t'as que la malaria, enfin, je te prescris les médicaments de la malaria et puis d'ici 3 jours, tu devrais aller mieux. Sauf que le médecin était rappelé parce que ça n'allait toujours pas mieux et que le cas empirait. Et donc, du coup, le médecin revenait, je pense, totalement choqué, enfin, je comprends pas, machin truc, et il represcrivait des médicaments. Et en fait, même pendant la maladie, vu que c'est la femme qui s'occupe de la nourriture de son mari, elle pouvait encore continuer à lui donner à petite dose l'aquatofana. Et donc, par la suite, ce qui en résultait, c'était la mort du mari. Et en fait, l'aquatofana, il était un poison réputé parce que en fait, il donnait des symptômes d'une mort naturelle. Donc voilà, c'était totalement naturel, personne ne soupçonnait rien du tout. Et Julia, ce qu'elle faisait en plus, c'était qu'elle demandait à ces femmes-là de demander une autopsie. Non mais, j'adore. Non mais, je suis fan de cette femme. Je suis fan. Non mais, c'est le téléphone de ma mère. Je suis fan de Julia. Franchement, je suis fan. Parce que elle est intelligente. She's, you know. Non mais sérieux quoi. Je sais pas pour vous, mais je la trouve méga intelligente, Julia, hein, franchement. Donc elle demandait à ces femmes-là de demander une autopsie, ce que ces femmes faisaient. Et ensuite, vu que l'arsenic n'était pas connu pour être un poison à l'époque, personne ne détectait rien. Donc ça paraissait pour une mort naturelle. Et donc, si quelqu'un soupçonnait quelque chose, on a fait une autopsie. Et il n'y avait rien. Donc il y avait plus de raisons en fait pour soupçonner la veuve éplorée. Et en fait, elle coachait donc ces femmes-là en comment se comporter pendant la maladie, jusqu'à la mort de leur mari et aussi après la mort de leur mari. Non mais le business de rêve quoi. Le business de rêve. Vous imaginez un peu le délire? Mais vous imaginez? Je sais pas, mais intelligente la Julia, hein. Intelligente. Et donc Julia avait beaucoup de clientes. Apparemment, elle se serait débarrassée en fait de plus de 600 hommes au cours de sa carrière. Apparemment, Julia avait aussi des clientes femmes. Des clients hommes qui voulaient se débarrasser de leurs femmes, mais en fait, ils étaient en nombre infime par rapport au nombre de clientes femmes qu'elle avait. Donc, Julia, son business, c'était un business proliférique, en fait, qui était vraiment à succès. Et même sa fille l'aidait, elle avait aussi 3 employés. Et le truc, c'est que ces femmes-là se débarrassaient de leur mari et elles héritaient de tout. Et donc, elles payaient Julia. Julia, elle était riche.
Vous imaginez quoi, la carrière à succès, personne ne se doutait de rien. Jusqu'au jour où l'une de ces femmes-là, mhm, vous avez deviné, l'une de ces femmes-là, au moment où son mari allait manger la soupe, s'est sentie coupable et elle lui a dit: arrête, ne mange pas la soupe. Donc vous imaginez un peu le mari choqué, pourquoi je ne mangerai pas la soupe, enfin qu'est-ce qui se passe. Et là, apparemment, il aurait battu sa femme parce qu'elle ne voulait pas parler, il l'a tabassée, mais de malade. Pourquoi je rigole? Oh my god. Désolée, je sais pas pourquoi je rigole, mais apparemment il l'aurait tabassé, mais de malade. Et là, elle lui a avoué ce qu'elle avait mis dans sa soupe. Et ce mari, en fait, a emmené sa femme à la police. Donc là-bas, la femme, elle raconta tout à la police, après s'être fait torturer, évidemment. Et donc, elle donna le nom de Julia. Sauf que Julia, je ne sais pas, mais elle avait des connaissances. Donc, elle a pris, en fait, l'arrestation de cette femme. Et elle a pris que cette femme avait donné son nom. Et elle alla se réfugier dans une église. Au calme, Julia, au calme. Donc, elle allait se réfugier dans une église. Et le truc, c'est que... apparemment, elle aurait continué, même continué son business en étant dans l'église à l'aide des personnes qui se trouvaient dans cette église-là. Sauf que le problème, c'est que la foule, enfin la population, du coup, de Rome va apprendre que Julia se cachait dans cette église et ils vont débarquer avec des fourches, des torches, machin truc et ils menaçaient de brûler l'église si jamais l'église ne leur remettait pas Julia. Donc forcément, l'église a fait Julia, ma chérie, we gotta give you up. That's it. That's it, honey. Donc, l'église remit alors Julia à la foule. Donc, ce qui va se passer ensuite, c'est que la police va arrêter Julia. Et le problème, c'est que Julia, une fois arrivée à la police, elle se fit torturer ainsi que sa fille et 3 de ses employés. Ses 3 employés, du coup. Et Julia donna quelques noms de ses clientes, pas toutes. Elle ne donne... Enfin, voilà, vous imaginez... Julia, c'était quelqu'un de réglo, quoi, voilà. Donc, elle ne donna pas le nom de toutes ses clientes, mais elle donna quand même le nom de quelques-unes de ses clientes. Et Julia, ce qui va se passer, c'est qu'elle avoua à la police avoir causé la mort de plus de 600 hommes pendant sa carrière, entre 1633 et 1651, où elle va se faire arrêter. Plus de 600 hommes, vous imaginez? Franchement, c'est l'une des tueuses en série les plus prolifériques de l'Italie. Je rigole pas, mais c'est la vérité. C'est l'une des tueuses en série les plus prolifériques. Après, je ne sais pas si le terme tueuse en série lui irait, parce que c'est pas elle qui empoisonne directement ces hommes-là, mais c'est elle, en fait, en quelque sorte, qui causait leur mort. Si elle ne remettait pas le poison à leur femme, ces hommes-là auraient vécu leur vie et, je ne sais pas, seraient décédés de mort naturelle, enfin, de mort vraiment naturelle. Vous voyez, pas empoisonnée, quoi. Donc, je pense que le terme tueuse en série lui irait un peu bien, je pense. Julia va ensuite se faire exécuter en juillet 1659 à côté de sa fille et ses 3 employés. C'est déjà la fin de cette histoire, j'espère que vous aurez kiffé. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis faites de bons choix, portez-vous bien, à bientôt.